cadre de notre émission, l'émission Le Grand Procès, nous voulons examiner une notion qui est très importante à éclaircir et pour éclairer les esprits. C'est celle, en fait, c'est deux notions importantes. D'un côté, il y a l'ambition politique et de l'autre, il y a la mission politique. Parce que j'entends, je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de personnes en fait qui cherchent à me joindre ou à discuter avec moi ou même à me dissuader de pouvoir parler de la politique, particulièrement la politique de mon pays. Et ces personnes pensent que j'ai des ambitions politiques. Et je leur réponds, j'ai une mission politique. Et il est important, je crois, de clarifier ces deux notions et surtout de suivre, je dirais, leur modalité de réalisation et d'exécution dans la vie d'un pays. Nous sommes toujours évidemment sur R7, nous sommes dans le Grand Procès et il savait que c'est ici que ce que nous appelions dans notre jeunesse Mbungi, c'est ici qu'on éveille la pensée diligente. C'est ici que nous donnons des points de lumière aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, pour que vous ne puissiez plus marcher dans la vie politique de manière comme des somnambules ou comme des gens dirigés par des pouvoirs extérieurs ou des gens qui disent, pour le cas du Congo, des personnes qui me disent Sassou est vraiment tellement implanté, tellement utilisé tellement d'argent du Congo pour se faire des amis partout qu'en fait, il est invincible. Et tout cela, évidemment, n'est que de la drôlerie, parce qu'il n'y a pas d'invincible dans ce monde. Le 7 décembre, il y a quelques jours, Bachar el-Assad a quitté son pays en pleine nuit en prenant un avion vers Moscou après 24 années de règne extrêmement brutal et 13 ans d'une guerre civile qui a causé la mort de 500 000 Syriens. Ce qui explique la chute aussi rapide de Bachar el-Assad en quelques jours seulement, c'est plusieurs facteurs. Le premier, c'est que le cœur de son régime était épuisé après 13 ans d'une guerre civile extrêmement brutale. L'affaiblissement important de ce qui étaient les soutiens essentiels du régime de Bachar el-Assad, qui était le Hezbollah, donc en proie à la guerre israélienne, les Iraniens, eux-mêmes très affaiblis, et puis enfin la Russie de Vladimir Poutine, qui était occupée en Ukraine à détruire et à combattre l'Ukraine. Et donc la conjonction de tous ces facteurs-là a, je pense, expliqué cet effondrement de l'intérieur de ce régime. Le maître du chaos fait référence au fait que Bachar a finalement utilisé pendant tout son règne une rhétorique qui était « ce sera moi ou le chaos ». Mais également, l'histoire a montré qu'il y avait des politiques puissants et même super puissants et hyper puissants. Et le jour où ces personnes sont tombées, ça a surpris le monde entier, mais et une personne qui n'a pas été surprise, c'est Dieu. Donc, il est important que nous puissions voir cela. Alors, au premier point, nous abordons le point de l'ambition politique. La politique crée beaucoup d'ambitieux parce qu'il s'agit du pouvoir. Parce qu'on prend le pouvoir et derrière le pouvoir, en réalité, ce n'est pas le bien-être ou le bonheur du peuple ou du pays que l'on vise, c'est la représentation que cela donne à travers le monde. C'est monsieur le député, c'est monsieur le ministre, c'est monsieur ou madame la présidente, ainsi de suite. Et donc, cela donne plus que des satisfactions personnelles. En réalité, ça donne une gloire.
C'était le 14 décembre dernier à Abidjan. Denis Sassou Nguesso assiste à l'investiture d'un président ami. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, que j'appelle affectueusement l'empereur. Ça donne une gloire. Parfois, la personne se sent plus vive et la personne a le sentiment qu'en réalité, ils deviennent des dieux, ils deviennent comme des dieux. Et il y a aussi, à travers le pouvoir, que l'ambition politique regarde de loin, c'est le fait de dire que tu vas être bénéficiaire, un peu comme le diable avait dit à Jésus, que regarde toutes les richesses de la terre, ben, je les mettrai à tes pieds. Les richesses, je les mettrai à tes pieds si tu sortes, si tu signes un pacte, si tu avances comme je veux que tu avances. Et il y a là, donc, disons, la cible de l'ambition politique. L'ambition politique vise l'enrichissement, l'ambition politique vise les gloires du monde. L'ambition politique vise le fait qu'on ne se voit plus de la même manière, on n'est plus la même personne et en fait, à partir de là, on domine sur les autres. Alors, souvent, l'ambition politique a poussé les personnes à commettre des crimes. Des crimes, c'est-à-dire que pour accéder au pouvoir, pour entrer dans cette sorte de panthéon des bons hommes politiques reconnus dans le monde, évidemment, on n'hésite pas à tuer, on n'hésite pas à sacrifier. Il y en a même, selon quelques remontées que nous avons, qui vont jusqu'à sacrifier les enfants, souvent beaucoup d'enfants. Il y en a même qui vont jusqu'à sacrifier les parents ou même créer une guerre dans une partie de la région, du pays plutôt, pour que, évidemment, le sang versé vienne donner. C'est comme avec ce sang, on vient payer de quoi avoir le pouvoir. Les gens disent que le Congo, plutôt le pôle, n'a pas la guerre. Un pays qui n'a pas de guerre, vraiment, peut avoir de tels enfants. Regardez cet enfant. Ils étaient au moins 12, ils sont tous morts. Le père et la mère est disparu par le fléau de la guerre. Vous voyez ce que nous souffrons ici. La malnutrition, la famine. Quand vous me voyez comme ça, surtout comme habit que je suis, j'en ai plutôt. Et ce comme ça, là, les gens peuvent vivre vraiment dans une république. Et pourtant, on a un président de la République. Mais qu'est-ce qu'il pense pour nous? Est-ce que tous les gens du pôle sont des politiciens? Tous les gens du pôle ont saisi les armes avec cette façon. Est-ce que même vous qui sont à l'étranger, vraiment vous avez la joie de voir ce que nous souffrons ici? Vraiment, on ne peut pas beaucoup parler, puisque nous disons que notre gouvernement est génocidaire, surtout, puisqu'il veut détruire toute la nation du pôle. Donc, il y a dans l'ambition politique l'utilisation de tous les moyens, même les trahisons pour qu'on puisse devenir chef d'État, pour que l'on puisse devenir l'homme et la femme, l'homme ou la femme qui domine sur tout le monde. Et ces ambitions politiques, parfois, font entrer dans des sortes de schémas, des schémas qui sont ces schémas-là. Sur ces schémas, on retrouve le fait que on peut faire des coups d'État, on peut tuer des cardinaux, on peut tuer comment je peux appeler ça, des hommes et des femmes qui en fait n'ont rien fait, n'ont rien demandé qu'à exister ou qu'à vivre. Mais ces personnes sont sacrifiées à la table du pouvoir et je dirais à la table de l'argent. L'argent, parce qu'on suppose que celui qui a le pouvoir, il a tout l'argent qu'il faut, et car tout l'argent est à sa disposition.
dans le cas du Congo que nous avons utilisé comme schéma d'étude, nous voyons tous ces accords qui ont été faits avec elle fallait dans le temps, et évidemment qui ont été reportés sur Total, qui consiste à dire que celui qui a la tête, à la limite, cet argent, il le néo-patrimonialise. L'argent qui devait revenir au Congo devient de l'argent personnel. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Et donc, voilà les schémas qu'utilisent ceux qui ont de l'ambition politique. Mais ça, c'est, je dirais, la dimension, une des dimensions de l'ambition politique. Mais l'ambition politique, pour moi, réside aussi dans une attitude négative qui consiste à dire, quand on vit dans sous une dictature comme celle du Congo, cette dictature fait qu'il y a des gens qui cherchent par tous les moyens, d'y échapper. Alors, comment on y échappe? De deux manières. La première manière, c'est de collaborer, de devenir le complice de celui qui a l'ambition politique, celui qui utilise l'ambition politique. Et de telle façon que lorsque cette personne-là collabore, il donne sa propre vie pour servir l'ambition de celui qui veut absolument ou accéder au pouvoir ou demeurer au pouvoir. Il y a cette attitude-là qui fait que, par exemple, dans le cas du Congo, on a vu beaucoup de gens qui ont consciemment ou inconsciemment aidé Sassou à accéder au pouvoir. Parfois même en allant tuer des gens comme Anga, des gens tués comme des gens comme Wabi, ainsi de suite, sans pas débat. Donc, on n'évite pas on a le sentiment plutôt que celui qui parle, celui qui te donne l'ordre, est comme un Dieu. Il faut absolument lui obéir. Et comment lui obéir? C'est d'exécuter les missions qu'il a envie que tu exécutes. Et cette façon, on ne l'a jamais vue comme étant l'ambition politique. Mais pour moi, je considère que
il s'agit là aussi de l'ambition politique. C'est-à-dire qu'on donne sa dignité, on ne respecte plus sa propre personne. Ce que l'on a, en réalité, n'a plus de valeur, parce que ce que l'on a, c'est-à-dire de plus cher, sa propre vie, est donné de manière péripatéticienne, comme une sorte de prostitution. On se prostitue pour avoir les biens du pouvoir, mais qui passent par les mains ou par la bonne volonté de celui qui est au pouvoir. C'est aussi, en devenant ainsi auxiliaire de l'ambition de l'autre, en réalité, on entre aussi soi-même dans l'ambition politique. Il y a aussi, je dirais, la deuxième position, c'est celle des gens qui, je dirais, ne font rien. C'est celle des personnes qui, surtout, il ne faut pas que je sois connu ou reconnu. Surtout, il ne faudrait pas que je puisse agir, que je puisse parler. C'est-à-dire qui sont fermes dans un mutisme, qui, en réalité, ne vont pas même lever le petit doigt pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord, au risque même de ma vie, mais je dis que ce n'est pas normal parce qu'il y a des victimes, je dirais, innocentes. Il y a des personnes comme nous avons parlé du génocide des Laris. Les Laris ont été sacrifiés pour que certaines personnes puissent accéder au pouvoir. Et donc, je dirais, il y a ces trois attitudes-là. Il y a l'attitude agressive qui consiste à dire je veux absolument avoir le pouvoir. Alors, je tue tout ce que je vois sur mon chemin. Ou par la ruse, je ruse et finalement je tue. Le pays est devenu comme un champ de guerre, un champ de bataille. Et dans le trophée, c'est le pouvoir. Les coups de force de cet homme né il y a 77 ans à Edou, au centre du Congo. Son ascension débute aux côtés du capitaine révolutionnaire Marien Ngouabi. Nous disons que la révolution, c'est surtout l'affaire des jeunes. Pourquoi ? C'est parce qu'une révolution socialiste ne se fait pas en un jour. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. En 1979, l'ancien agent des renseignements et ministre de Ngouabi, assassiné en 1977, accède au pouvoir. Sa trajectoire est stoppée net. En 1992, il est battu lors de l'élection présidentielle face à Pascal Lissouba. Accéder au sommet du pouvoir. L'autre attitude, c'est celle qui dit je vais être complice. Je vais être complice de ce pouvoir. C'est-à-dire que, en clair, on s'offre. Tu peux m'utiliser. Je suis à ta disposition. Tu peux me donner des missions. Et tout cela, je le ferai avec plaisir. Mais souvent, c'est pour avoir un poste. Au Congo, il y a eu un premier ministre, je crois, c'est plus comment il s'appelle, et maintenant devenu président de l'Assemblée, qui n'a pas levé le petit doigt lorsqu'il s'est agi carrément de détruire sa région. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, détruire sa région. Donc, il y a eu aussi une période d'ailleurs et c'est par rapport au troisième cas où il fallait surtout pas qu'on me bouge. Un homme qui a été pourtant très dur, très intellectuellement, qui a beaucoup théorisé la vie politique du Congo. C'est maître Aloïse Moudileno Massengo. Et beaucoup ne savent pas qu'au moment où il se passait les guerres, il était, je crois, le directeur adjoint d'Elf. Je ne sais pas exactement quel poste il avait, mais c'est dit qu'il occupait un poste à l'intérieur, évidemment, qui rapportait des fonds, des moyens de vie, mais qui, en réalité, sont
c'est une position qui est très délicate, puisqu'on sait bien que tous les moyens de la guerre du Congo ont été fournis ou sont passés par elle. Donc, il y a là, quand je dis cela, ça n'enlève pas à Moudileno Masengo de son rôle, ça ne lui enlève pas la capacité qu'il a eue de pouvoir théoriser particulièrement la vie politique du Congo. Intellectuellement, il a défendu. Mais je crois que c'est une phase un peu, ceux qui feront la biographie de Moudileno auront certainement l'intelligence de pouvoir ou relativiser, ou en tout cas de pouvoir introduire à l'intérieur de l'histoire de cet homme, aussi de l'histoire du Congo. Donc voilà, mais le champ est ouvert intellectuellement. Quand je parle de l'ambition politique, c'est cela l'ambition. À côté de l'ambition politique, il y a la mission politique. Et je crois que ces deux éléments qui sont, du point de vue épistémologique, mais aussi du point de vue de la compréhension, qui sont nécessairement, je dirais, divergents. La mission politique consiste à dire, ça va pratiquement avec ce que Max Weber a appelé le charisme, le charisma, le don en exécution. Et le charisme souvent émerge dans un moment particulier de l'histoire. La deuxième dimension du charisme a été conférée à ce terme par le sociologue allemand Max Weber au début du XXe siècle. Une acceptation totalement différente, puisque le charisme s'inscrit dans la théorie de la domination formulée par Max Weber. Selon lui, il y a 3 principes de domination. Premier principe de domination fondé sur la tradition, fondé sur le respect des anciens, fondé sur le respect du savoir. Deuxième principe de domination, il est fondé sur la hiérarchie, sur le pouvoir de l'administration, sur le pouvoir économique. C'est la dimension hiérarchique, légale, fondée sur des aspects qui sont la règle et qui sont la loi dans le domaine de la domination. Et troisième dimension, la dimension charismatique. Et Weber analyse cette autorité charismatique comme conférée par l'ensemble d'un groupe qui accorde une reconnaissance à cette autorité charismatique. À travers cette reconnaissance, il faut y voir une forme de soumission, plus ou moins librement consentie. Autrement dit, le charisme est la propre construction d'un groupe qui reconnaît en quelqu'un une autorité qui le domine. C'est donc une conception tout à fait différente du charisme qui renvoie cette fois-ci le charisme vers la notion d'autorité acceptée, reconnue par un groupe. Et s'inscrivent cette fois dans cette tradition du charisme fondé sur une autorité, des personnalités comme De Gaulle, comme Churchill, comme Mandela, qui reçoivent de la part des groupes, de la part des sociétés, de la part des peuples, une reconnaissance qui fonde en quelque sorte leur pouvoir charismatique. Et ce moment particulier de l'histoire, c'est le moment où un peuple est sous, je dirais, sous domination justement de ceux qui ont des ambitions politiques. Et les ambitions politiques peuvent être aussi le fait d'un pays qui veut absolument en écraser un autre. Vous voyez, c'est aussi de l'ambition politique. On peut appliquer l'ambition politique dans le cas de l'espèce à un homme comme Kagame, qui a une sorte d'ambition de vouloir envahir évidemment les sous-ordres, de vouloir envahir la RDC, de vouloir faire ceci, qui ne va pas hésiter à financer ou faire financer des gens qui vont dans le sens de son ambition, qui veut développer une sorte de nilotique au niveau de l'Afrique centrale, et ainsi de suite. Donc, il y a ce comportement, donc c'est un comportement qui n'est pas seulement celui des individus, mais des nations, des États, des régions peuvent aussi entrer dans cette logique. Et donc, lorsque un pays, par conséquent, du fait
de ceux qui ont cette ambition politique. Quand un pays est envahi, ou colonisé, ou esclavagisé, ou tout ce que vous voulez, il y a des personnes qui disent avoir une mission divine ou liée à la conscience de la gravité de la situation, et qui se mettent à vouloir combattre l'ennemi de manière systématique, et qui s'organisent, qui travaillent avec d'autres, qui créent un réseau de telle façon que l'on puisse avoir pour résultat la fin de cette domination politique. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres ? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. La fin de cette sorte d'anéantissement de tout un peuple, la fin de cette colonisation qui est une dimension abyssale de la vie d'un peuple. Et le peuple qui n'existe plus, le peuple qui ne parle plus, le peuple qui n'a même plus les moyens de s'organiser, le peuple qui ne peut pas réagir, qui ne peut pas dire cette domination, je ne la veux pas. Et ce peuple-là, lui-même n'a plus de force. Et souvent, c'est dans cette période difficile qu'il y a la surrection des hommes et des femmes qui disent « moi je donne ma vie pour la libération de ce peuple ». Il y a 10 ans, dans le sillage de la révolution tunisienne qui chassait du pouvoir l'autoritaire Ben Ali, les autres pays arabes s'embrasaient à leur tour.
De la Libye voisine à la Syrie, en passant par l'Égypte ou le Bahreïn, les contestations populaires de ce printemps 2011 allaient faire trembler sur leur base bien des régimes sans toutefois les renverser tous. Pendant les longs mois de ce printemps arabe, les reporters de France 24 ont sillonné les rues à la rencontre du peuple en colère. De la place Tahrir au Caire à l'avenue Bourguiba à Tunis, ils ont recueilli les témoignages, les frustrations, la rage de ceux qui voulaient tout changer et qui, avec le recul, n'y sont pas toujours parvenus. 10 ans après, à l'heure du bilan, ces images ont valeur historique. Voici donc les archives du printemps arabe vues par les équipes de France 24 avec un commentaire de Julien Cheida. Un événement d'une ampleur inédite. Une secousse qui a pris de court des autocrates au pouvoir depuis des décennies. Le printemps arabe, un mouvement de révolte qui a embrasé une partie du Maghreb et du Moyen-Orient en 2011. De la Tunisie au Bahreïn, des millions de personnes ont bravé l'interdit. Nous voulons la même chose qu'en Tunisie et en Égypte. Nous voulons des élections libres, une vraie démocratie. Nous voulons choisir notre gouvernement. Souvent, au péril de leur vie. Voici le récit de ces quelques mois qui ont bouleversé la planète. Ce 14 janvier 2011, la Tunisie est en ébullition. Des manifestations monstres réclament le départ du président tunisien, au pouvoir depuis 23 ans. Nous sommes là contre l'oppression du dictateur Ben Ali. La police anti-émeute qui était autour de nous, d'un bout à l'autre de l'avenue Bourguiba depuis des heures, a finalement lancé les premières canettes de gaz lacrymogène. Les rues se sont transformées en champs de bataille, avec d'un côté les manifestants, alors que les policiers anti-émeute utilisent avec largesse de leur gaz lacrymogène. ضربونا برشا فهمتني يهزوا فينا عباد عدوها كيك يسرقوا هما اللي يسرقوا تدخل تلقى بيت كلها مسروقات يقول لك صحح عليهم هذوما المسروقات اللي انت سرقتهم. Un mois plus tôt, un jeune marchand de légumes s'immolait par le feu à Sidi Bouzid après que des policiers lui ont confisqué son étal de légumes. Son acte, désespéré, a déclenché un vaste mouvement de protestation contre le régime autoritaire de Ben Ali. Le 13 janvier, il promet du changement pour la Tunisie. J'ai promis le 7 novembre que je ne briguerai pas de présidence à vie. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire son dernier discours comme président. Et je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a là une sorte de vocation. Et ces gens se font appeler, un peu dans le sens latin de vocare, se font appeler pour pouvoir dire que ce peuple, qui est mon peuple, doit ou redevenir libre, ou en tout cas devenir libre. Et alors, ces personnes, hommes ou femmes, ou groupes, comprennent que s'il faut être passif, s'il ne faut pas agir, s'il faut dire moi-même je suis bien, je me sens bien, je suis dans une position qui me permet de vivre autant que je peux, et dans cette position-là, parfois on dit d'ailleurs aux personnes, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as tout. Mais oui, ce qu'ils cherchent, ce que ces personnes cherchent, c'est la libération du peuple. Et cela est vraiment important à saisir. Et c'est dans cette catégorie de personnes que l'on retrouve j'ai eu des acteurs comme Mathieu André, des acteurs comme Simon Kimbaou, des hommes et des femmes tellement convaincus que ce qui se passe
dans la vie de son peuple n'est pas de Dieu, que ce qui se passe et qui met sous oppression hommes, femmes, enfants de tout un peuple ne vient pas de Dieu. Et donc ces personnes prennent la détermination, la résolution interne, tout en sachant les risques que cela emporte, les risques d'emprisonnement, les risques d'empoisonnement, ainsi de suite. Ces personnes, on arrive à acquérir la conviction profonde. Il faut absolument que ce peuple soit libéré. Alors, pour que ce peuple soit libéré, il faut absolument que le pouvoir soit combattu. Mais combattu, non pas, je dirais, en sous-marin, d'une certaine manière, ou combattu à la petite semaine, ou bien combattu tant qu'on n'est pas dans des situations favorables, mais combattu, je dirais, urbi et orbi, combattu ici et là, combattu par tous les moyens. Et alors, là, il y a d'autres types de personnes qui interviennent. Type, c'est dans le sens de l'idéal type. Et là interviennent celles et ceux qui prêtent des moyens pour atteindre ou pour réaliser cette mission. Ça peut être des moyens financiers, des gens qui se mettent en collecte, qui comprennent, qui adhèrent en fait à ce charisme, qui adhèrent à cette vision, qui adhèrent au fait que on ne peut pas tolérer cela. Et parfois même dans ce cas, on retrouve des personnes qui adhèrent par conviction, et se sentent une mission qui déborde même, qui dépasse leur propre territoire. Donc, ils dépassent facilement les frontières de leur pays, pour arriver à dire, il y a une sorte d'international, en fait, qui se développe dans les gens. Il y a des gens qui sont convaincus que l'humanité doit être libérée. Pour libérer l'humanité, il faut se battre. Il y a des personnes qui vont faire des options. On fait des options qui prendront, par exemple, utiliser la voie armée pour pouvoir combattre le pouvoir qui est en place, dans la mesure où ce pouvoir, évidemment, est armé, qui vont utiliser aussi toutes les voies, comment je peux appeler ça, des voies qui comprennent à la fois le côté militaire, mais aussi qui comprennent aussi toutes les dimensions économico-sociales, ainsi de suite, qui utilisent des maquis, qui utilisent tout cela, et de telle façon qu'ils arrivent à coaliser tous ces moyens et à faire en sorte que le pouvoir soit étouffé, celui qui est là, et faire en sorte que le pouvoir soit anéanti. Il était l'un des derniers visages de la France-Afrique. Blaise Compaoré a été poussé vers la sortie vendredi dernier au bout d'un règne de 27 ans. Aujourd'hui, alors que des discussions sont en cours pour organiser la transition au Burkina Faso, nous avons voulu en savoir plus sur les jours qui ont précédé cette chute. Fer de lance de cette révolution, les jeunes, 60% de la population du Burkina a moins de 25 ans, c'est donc toute une génération qui n'a connu que Blaise Compaoré. Le reportage de nos envoyés spéciaux Anna Sylvestre Trainer, Jonathan Walsh, Arnaud Froget. On a pris l'Assemblée, on va aller tout casser. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Voici, des balles réelles, voici.
On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'ils s'enfuient, qu'ils s'en aillent, qu'ils nous payent sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. Et je pense que dans ce groupe de gens qui se sentent une mission politique au niveau du Congo, on peut mettre aussi les Diawara, Ange Diawara. Et vous savez, ils étaient entrés dans le maquis, à Komatetse. Vous savez qu'ils ont été trahis par Sassou Nguesso. Cela, vous le savez. Si vous ne le savez pas, apprenez-le. Apprenez-le. En tout cas, dans des réunions, les dernières réunions qui avaient été faites, Sassou Nguesso faisait partie de cela. Et au Congo, il s'est passé beaucoup de situations dans lesquelles ceux qui avaient une mission politique ont été trahis par des gens qui avaient des ambitions politiques. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même domaine. Et souvent, ce dernier point que je voulais évoquer, c'est que ceux qui ont une mission politique ont une vision. Et à travers cette vision, ils arrivent à canaliser toute leur énergie, toute leur force, et aussi les énergies de ceux qui adhèrent, les forces de ceux qui adhèrent, de telle façon que cette vision recrée ou pense une société autre, qui soit évidemment éloignée ou qui soit délivrée de toute cette domination, mais qui puisse aussi proposer une autre vie au pays, une manière différente de vivre, une manière qui soit non seulement personnalisée et personnalisable, mais qui puisse libérer l'individu, qui puisse donner à l'individu une valeur, une place. Et cela est vraiment important à comprendre. Alors, maintenant, des personnes qui me prêtent des intentions qui ne sont pas les miennes, il y a des personnes qui disent Dominique Kunku a une ambition politique. Eh bien, je pense que ces personnes se trompent. Parce que si j'avais une ambition politique, il y a peut-être longtemps, je serais entré comme au pays, ce qu'on appelle entrer en politique. Si j'avais une ambition politique, dès l'instant que je suis casé quelque part, j'aurais oublié tous mes combats. J'aurais oublié tous mes combats. Ce que moi j'ai, c'est une mission politique. Parce que je considère que nous sommes dans une période où il y a deux choses qui sont possibles. Ou accepter l'anéantissement de son peuple, et dans ce cas-là, évidemment, il suffit de ne rien faire. Ou il suffit d'adhérer aux groupes qui ont des ambitions politiques. Lorsqu'on a une mission politique, on ne dort pas, on ne s'assied pas. On développe une vision constante et continue. On développe une vision qui cadre avec la volonté totale de libération du pays. On ne prend pas des pincettes lorsqu'on parle de celui qui est l'opposant, quelles que soient les puissances qu'il peut développer ou les pouvoirs qu'il peut. Et il y a donc une démarche qui est une démarche de vision politique. C'est une démarche de Kunku. Cette démarche, c'est de voir ce Congo libre. C'est de mettre tous les moyens possibles, économiques, intellectuels, tous les moyens de formation de jeunesse, et tous les moyens qui peuvent permettre et qui doivent permettre d'atteindre le but, c'est la libération du pays. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Moi, j'ai toujours été clair.
est-ce que avoir la mission politique fait que l'on n'accède pas au pouvoir? Je dis, la réponse évidemment c'est non. Parce que l'enjeu c'est le pouvoir. C'est la manière de repartir le pouvoir de telle façon qu'il soit source de prospérité. De telle façon que l'enfant qui naît dans ce pays puisse savoir qu'il a un avenir et une espérance. Et il y a donc des dimensions toutes autres. Et c'est sans doute cela qui explique aussi, je vais dévoiler des situations qui sont quand même 3 situations. Ces derniers temps, la fois je l'avais dit à mot couvert, beaucoup de gens me téléphonent parce qu'ils veulent que je fasse partie du gouvernement que Sassou est en train de projeter de monter après, évidemment, les élections truquées, on sait bien. Ils veulent que je fasse partie de ce qu'on peut appeler ça un gouvernement de l'Union, je ne sais pas comment ils veulent l'appeler. Je leur ai dit en privé que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie d'entrer, je dirais, de faire une main d'association avec celui qui par son ambition politique est arrivé à ruiner totalement et définitivement le pays, notre pays, qui est le Congo. Et il y a donc là une chose qui me paraît fondamentale. Et cela ne suffit pas. Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel téléphonique, parce que je crois que le moment arrive pour dénoncer tout cela. Et pardonnez-moi, mais j'en ai marre. J'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui me proposait, de la part de Sassou, que je puisse recevoir de l'argent pour m'acheter tranquillement une maison à Nice. Je n'ai pas demandé d'argent, je n'ai pas besoin de cet argent. J'ai de l'argent. Et si j'ai envie de m'acheter une maison, je l'achèterai. Et par ailleurs, le pays dans lequel je suis actuellement a aussi des alliances avec Nice. Donc, il y a cette manière, je voulais vraiment que publiquement, il soit su que je suis au courant de toutes ces manœuvres-là. Et je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie de ma vision. Pour moi, c'est un pays qui doit être libéré. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a des personnes que j'ai aidées à entrer dans l'espace politique dans lequel je suis. Et les mêmes qui s'y disent, c'est bien que Maître Nkunku devienne apolitique, qu'il ne puisse plus prendre des positions politiques, et que l'argent qu'il va recevoir, qu'il prenne cet argent et qu'il aille toujours à Nice, qu'il aille s'acheter une maison à Nice, et comme ça il peut écouler des heures douces jusqu'à son dernier souffle. Mais ce n'est pas cela que ce n'est pas l'argent qui me manque. Ce ne sont pas les maisons qui... Oui, je peux faire comme beaucoup d'opportunistes qui vont dire, j'ai ma situation, je vis bien, j'ai mes enfants, j'ai ainsi de suite. Par la grâce de Dieu, mes enfants sont mieux placés et arriver à dire, bon, moi, maintenant, je veux vivre ma vie. Cela n'est pas dans mes ambitions. C'est pour cela que je profite de cet enseignement pour dire que ce n'est pas cette ambition politique que j'ai. Ce n'est pas aller se faire de l'argent sur le dos d'un peuple qui ne peut même pas manger le matin, manger le soir, qui n'a même pas d'eau, qui n'a même pas d'électricité. Les enfants n'ont même pas d'école. La santé est défaillante. Et moi, tranquillement,
je prends l'argent et je vais m'acheter une maison. J'ai déjà une. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Et je voudrais dire solennellement à Sassou comme à tous ces sbires qu'il m'envoie que nous ne sommes pas du même bord. Moi, j'ai une mission politique. Et cette mission politique peut déboucher sur le fait que, mort ou vivant, Sassou doit quitter ce pouvoir et son système. Et ceux qui me disent, surtout fais attention, mais ça fait longtemps que je le fais. Ça fait longtemps que je parle. J'ai reçu l'empoisonnement, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas cela qui m'arrête. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour que ce pays soit libre. Je travaillerai avec des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont envie vraiment de travailler pour que le Congo soit libéré. Je travaillerai avec eux, mais je ne travaillerai pas avec ceux qui veulent travailler avec celui qui cherche à installer un pouvoir absolu pour que le Congo devienne une colonie éternelle. Ce n'est pas ma conviction. Que ceux qui ont des oreilles aujourd'hui m'entendent.